Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Seva Ouez, la jeune fondatrice de Seva, la marketplace dédiée à la mode cool, éthique et éco-responsable. Avec Seva, la fast fashion c'est fini et elle se charge de vous convaincre dans cet épisode passionnant. Entrepreneuse dans l'âme depuis toujours, Seva a enchaîné les expériences. Malgré un échec avec sa première entreprise, un comparateur de sneakers, la Quimpéroise a relevé la tête et créé sa marketplace en 2019, plus déterminée que jamais. Si vous avez envie d'écouter une entrepreneuse engagée et qui n'a pas froid aux yeux, vous êtes au bon endroit. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Seva, merci beaucoup de nous rejoindre ici au plateau des Capucins à Brest pour un nouvel épisode de Plein Phare. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité, s'il te plaît ? Bonjour et puis merci de m'inviter sur le podcast, ça fait super plaisir. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Seva Ouez, j'ai 24 ans et j'ai fondé ma start-up il y a 2 ans et demi qui porte mon prénom Seva. C'est une marketplace de vêtements éthiques et éco-responsables et du coup on comptabilise une trentaine de créateurs français et européens sur notre plateforme. Sur ton site, tu décris Seva comme une marketplace de vêtements cool, éthiques et éco-responsables. Ce sont les valeurs que tu défends avec Seva ? Ouais, totalement. Alors, éthique et éco-responsable, c'est un pivot qu'on a pris il y a environ 1 an et demi. Au départ, on était uniquement sur du streetwear, on pourra en reparler tout à l'heure d'ailleurs. Et après, en fait, en discutant avec nos créateurs, on s'est rendu compte que l'aspect éthique et éco-responsable était super important. On s'est nous-mêmes en fait auto-formés, moi-même sur tout ça. Et donc, ouais, c'est des valeurs qu'on prône, qu'on a dans notre cahier des charges aussi pour faire rentrer les marques. Et pourquoi cool ? Parce qu'on veut montrer que la mode éthique, c'est pas uniquement des vêtements basiques, qu'il y a plein de petits créateurs qui ont chacun leurs univers qui sont trop cool. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant sur la plateforme. Est-ce que tu peux nous dire comment est né le projet ? Quelle a été la genèse ? Comment est né Seva ? Ouais, carrément. Alors, comment le projet est né ? C'est arrivé en 2019. En fait, moi, j'avais déjà un autre projet en parallèle que j'ai arrêté après. Et en fait, j'étais énormément sur Twitter parce qu'on a bâti une grosse communauté sur Twitter où il y a plus de 7000 personnes qui nous suivent. Je voyais pas mal de marques indépendantes qui se créaient sur Twitter, des jeunes créateurs qui avaient des vêtements qui étaient plutôt chouettes, sauf que le constat était qu'il manquait de visibilité. Et c'est pour tous pareil. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un site où on peut les retrouver en un seul clic. À ce moment-là, je savais pas que le mot était une marketplace. Et puis c'est en cherchant sur Internet que je me suis dit, c'est ça, une marketplace de créateurs streetwear. C'est ça qu'on va faire. Donc on a créé et on a lancé une campagne sur Ulule pour créer la plateforme, pour dire à notre communauté « Ok, aujourd'hui, on a envie de faire ça. Est-ce que vous nous suivez dans l'aventure ?» On a collecté un peu plus de 6 000 € pour créer cette plateforme et elle est née fin 2019 avec une quinzaine de créateurs partenaires. Et donc, cette campagne Ulule nous a permis d'être en quelque sorte une étude de marché pour voir s'il y avait de l'appétence par rapport à ça. Ça a été le cas et après, ça a évolué, mais voilà de manière générale comment c'est né. On parlait tout à l'heure du fait que la marketplace est éthique et récemment la marque d'ultra fast fashion Shein a effectué une levée de fonds et elle vaut désormais plus de 100 milliards de dollars. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus ? Ouais, quand j'ai vu ça, je pense qu'on est nombreux à avoir sauté de notre chaise, ouais. Je pense. J'ai envie de dire que dire parce qu'on voit les rapports du GIEC qui sortent. Il nous reste à peu près 3 ans, pour plus ou moins sauver notre peau. Et le fait est, c'est qu'on voit une entreprise... Là, en plus, c'est l'ultra fast fashion. C'est encore pire que la fast fashion. Alors, tu peux peut-être rappeler justement ce que c'est la fast fashion ? Ouais, la fast fashion, en fait, c'est produire avec des coûts de fabrication super faibles, énormément de collections et dans des conditions qui sont très déplorables, en fait. Donc, de manière synthétique, la fast fashion, c'est ça. Et là, l'ultra fast fashion, c'est encore pire. Tout est décuplé. Et Shein, du coup, on le prononce comme on a envie, peu importe. Et quand je vois aussi sur les réseaux sociaux, sur TikTok, à quel point c'est mis en avant entre les hauls, les outfits Shein, ça n'arrête pas. Et en fait, on est face au mur en se disant, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour endiguer la chose ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et si des investisseurs sont prêts à mettre autant dans des entreprises ultra fast fashion, comment nous, dans la mode éthique, on fait pour exister et faire comprendre aux gens que acheter un t-shirt à 1,95 €, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc là, on se retrouve face à plein de problématiques. On fait comment ? On fait quoi ? Et comment convaincre les gens et les éduquer en fait sur ce sujet-là. Donc le sujet de Shein qui est valorisé à 100 milliards,
Franchement, moi, ça me reste... je suis bouche bée, quoi. Je sais pas quoi dire. C'est tellement aberrant, en fait. Avec tout ce qui sort, au final, c'est comme le film Don't Look Up, que j'ai vu sur Netflix. C'est exactement le même scénario. Et tout est en train de se passer. Et nous, on est là en train de regarder avec notre popcorn. Et puis on est là, ok, bon, soit. C'est compliqué. Et comment t'expliques que les investisseurs soient pas intéressés par la mode éthique alors qu'on pourrait se dire que c'est l'avenir ? Ah, très bonne question. Étant pas moi-même investisseuse, j'ai pas forcément la réponse à la question. Peut-être que c'est du fait justement qu'il n'y a pas assez de marge. Pas assez de marge dans la mode éthique. Ça coûte assez cher à produire. Si en fait on respecte tout le cycle de production et de fabrication pour que tout le monde soit rémunéré de la manière la plus juste et que ça soit fabriqué de la manière la plus juste, forcément ça veut dire qu'il y a moins de marge. Peut-être que c'est ça qui intéresse moins les investisseurs pour avoir leur retour sur investissement forcément. Après, j'ai pas trop parlé sur le sujet parce que je m'y connais pas et j'ai pas le regard d'une investisseuse. Je pense que ça en fait partie. J'espère que dans les années à venir, il y aura de plus en plus de boîtes dans l'écologie, l'environnement, pas forcément dans la mode, mais qui sont là pour développer tout cet aspect environnemental, qui vont réussir à lever des fonds. Ça commence, mais c'est encore timide. Tu le disais, le rôle de Seva, c'est aussi un petit peu d'éduquer le marché vers des comportements un petit peu plus éthiques en termes d'achat de vêtements. Et d'ailleurs, tu clames sur ton site haut et fort que la fast fashion, c'est fini. Quels sont les arguments que tu pourrais donner aux consommateurs pour passer de la fast fashion ou de l'ultra fast fashion à une consommation un petit peu plus éthique, durable et responsable? Quels arguments je pourrais donner ? Alors ça, c'est souvent ce que je fais sur TikTok. J'essaie de faire de la bienveillance. Dans un premier temps, on n'est pas là pour taper sur les doigts de tout le monde. Loin de là. C'est essayer de faire comprendre qu'aujourd'hui, acheter un pull à 50 ou 60 euros, voire plus, qui est fabriqué en Europe ou en France avec des matières qui sont biosourcées, etc., en fait, c'est beaucoup plus intéressant sur le long terme parce que ce pull-là, il va pas se détruire ou facilement se déchirer ou les fils ils vont partir, contrairement à un pull qui aura coûté 14,99 € dans un magasin. Je ne citerai pas de nom, mais qu'on a tous qui nous viennent en tête. En fait, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est le prix d'achat et le prix d'usage. Souvent, on n'entend pas parler du prix d'usage, mais en fait, c'est diviser le prix d'achat par le nombre de fois où on compte porter le vêtement, où il va être porté, et on verra que le prix d'usage, du coup, est beaucoup plus faible sur un vêtement plus cher que sur un vêtement peu cher qu'on aura peu porté. Donc là, je vais pas faire de schéma, du coup, en audio, mais c'est la marque Opal qui avait mis ça en avant sur son Instagram et qui permet de se rendre compte, en fait, de pourquoi on va investir et mettre un peu plus d'argent dans un sweat ou un t-shirt. Et c'est parce qu'il va nous durer sur 5, 10 ans, 15 ans, parce que c'est de la bonne qualité. Mais là, du coup, c'est pas seulement une question de prix, c'est aussi une question de philosophie, parce que ça inclut de porter les vêtements plus longtemps qu'on les porte actuellement. Je crois que la moyenne d'utilisation d'un vêtement qu'on a dans notre placard, elle est relativement faible. Ça se compte sur les doigts d'une main au maximum. Ouais, il me semble que c'est pour un t-shirt, c'est genre 5 fois. Il me semble que c'est Après, ça. c'est une généralité, je dis pas que tout le monde le fait. Moi, je le fais pas, un t-shirt, je vais pas l'acheter pour le porter que 5 fois, sinon ça n'a pas d'utilité. C'est pas beaucoup. C'est quand même pas beaucoup. Mais si on prend cet exemple, c'est vrai que ça demande du coup un mode de vie et d'avoir des outfits et un style qui soit un peu plus restreint, qu'on n'ait pas une garde-robe qui fasse 3 km. Donc ça va aussi avec le rapport du GIEC qui demande à ce qu'on ait plus de sobriété sur notre mode de vie, sur notre consommation. Aujourd'hui, est-ce que l'humanité, si je prends au sens global, est prête à le faire ? C'est une très bonne question. Donc là, je pense que c'est énormément d'éducation à faire en l'espace de 3 ans. C'est un énorme challenge, mais c'est vrai que qui dit acheter plus éthique dit avoir un mode de vie un peu plus minimaliste pour les vêtements. Du coup, ce que tu veux dire, c'est qu'il vaut mieux acheter moins de vêtements, mais de meilleure qualité, donc plus cher pour qu'ils durent plus longtemps. Oui, c'est ça, c'est consommer moins, consommer mieux. Ça peut être aussi se rediriger vers la seconde main. Il y a plein en fait de choses qu'on peut mettre en place. Il y a aussi de la location de vêtements qui peuvent se faire. Mais ouais, consommer moins, consommer mieux, c'est un peu l'adage, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du marché de la seconde main qui se développe pas mal en ce moment, avec de plus en plus d'entreprises sur ce créneau ? Ça peut être super bien dans une certaine mesure, parce que ça pousse aussi, du fait que ça soit de la seconde main et qu'on se dise, en fait, j'achète pas un vêtement neuf, ça peut pousser aussi à une forte consommation de la seconde main et au final récupérer plein de pièces chez soi qui viennent de la fast fashion ou de l'ultra fast fashion. Je connais des gens comme ça qui accumulent les pièces parce qu'elles sont achetées sur Vinted et sur Le Bon Coin ou peu importe. Et au final, ça ne règle pas forcément ce souci de sobriété quant à la mode éthique ou son rapport à la mode du moins.
Donc d'un côté, ça peut régler des choses, d'un autre, ça peut en créer d'autres, c'est-à-dire toujours d'être dans l'ultra-consommation en fait. Je consomme, et puis ça ne va plus, je remets en vente sur la plateforme. Voilà. Donc après, je pense que chacun pense qu'il a envie de la chose, quoi. La mode éthique en termes de création de modèles, j'imagine qu'on travaille un petit peu différemment, parce qu'il y a quelque chose que les marques de fast fashion ou d'ultra fast fashion ont très bien fait, c'est de créer des collections pour avoir une mode à un instant T, et avec une mode qui évolue très très vite. Créer des vêtements éthiques, ça implique de créer des vêtements qui sont un peu plus intemporels, probablement, pour qu'ils durent 5, 10, 15 ans. Alors, oui et non. Alors oui, parce qu'il y a quand même pas mal de marques éthiques qui vont proposer des basiques, donc des sweats qui sont unis, des t-shirts unis, donc ça c'est plutôt chouette, parce que comme dit, c'est intemporel, ça passe partout, et on peut le porter à n'importe quel moment, bien que peut-être la mode l'année prochaine, ça sera tel sweat de telle couleur. Coup de chance, ça sera peut-être un sweat d'une marque éthique, mais c'est des choses qu'on peut porter sur le long terme. Après, d'autre part, justement, sur notre marketplace, on sélectionne des créateurs avec des vrais univers qui vont aussi prendre en compte ce qui se passe autour de la mode, qui vont à des fashion week, etc., pour voir ce qui se passe, mais qui vont réadapter ça au niveau de leurs univers et de leurs pièces. Ça me fait penser par exemple à un de nos créateurs qui s'appelle Superbe SPB, qui fait à la fois de l'éthique et de l'upcycling avec sa marque. Lui, il est axé streetwear, mais avec une patte propre à lui, et ça passe tellement bien en fait. C'est le style streetwear, mais ça passe très bien avec les dernières paires de chaussures qui sortent. Donc c'est à la fois, avoir une sorte d'outfit éthique. On peut pas avoir un dressing et un outfit 100% responsable. Ça n'existe pas malheureusement, mais c'est essayer au fur et à mesure en fait de faire rentrer cet univers éthique sans que ce soit l'étiquette éthique en premier lieu en fait qu'on voit. C'est plutôt j'aime bien ce vêtement et en plus il est éthique. C'est ça qu'ils veulent faire avec leur marque de vêtements, et pas j'achète un vêtement, il est éthique et en plus il est cool. C'est l'inverse en fait, il est cool et en plus il est éthique et j'ai envie de le porter. Outfit, c'est un mot que tu utilises beaucoup depuis tout à l'heure. Pardon. Pas de souci. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du terme, est-ce que tu peux le... Oui, en fait, un outfit, c'est la tenue vestimentaire. Voilà. Merci. Tout à l'heure, quand tu t'es présentée, tu as dit que tu avais 24 ans et on voulait te demander qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre si jeune, puisque tu t'es lancée pendant tes études, je crois ? Oui, je me suis lancée quand j'avais 19 ans. J'ai eu une première boîte. C'était une idée que j'avais eue au lycée, parce que j'étais passionnée de sneakers, donc forcément depuis j'ai revu ma consommation aussi de basket. En fait, donc à l'époque au lycée, je cherchais une paire de chaussures, tout ça, je l'ai jamais trouvé, et donc je me suis dit j'ai envie de créer un comparateur de prix de sneakers. L'idée est restée dans ma tête, j'ai fini mon bac, j'ai fait un DUT Tech Deco à Quimper et j'ai eu le statut étudiant-entrepreneur porté par Pépite Bretagne, ce qui m'a permis à la fin de mes études de lancer ma boîte. Après, ça a duré 2 ans. Et j'ai liquidé la société parce que ça marchait pas. À un moment, faut savoir tourner la page. Mais après, l'idée de créer une entreprise, j'ai eu une première idée quand j'avais 13 ans. Je crois que j'ai toujours les croquis qui étaient chez moi. Et en gros, c'était faire du mobilier à partir... à l'époque, vous savez, c'était un peu les chambres London, etc. Ouais. Genre, c'était bien brandé à fond. Et c'était faire du mobilier avec, par exemple, les logos des marques, etc. Donc, je pense que ça n'aurait jamais passé par rapport... Droit d'utilisation. C'est ça. Mais j'ai toujours les trucs qui étaient dessinés sur un bout de papier. Je m'étais renseignée sur comment créer une boîte quand on était mineur. Puis quand j'ai vu qu'il fallait s'émanciper, je me suis dit, on va vite arrêter ça. J'aime bien raconter aussi une anecdote. C'est quand j'étais au collège, je pense que c'était en 4e ou en 3e. C'était l'époque des Sarbacane. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les Sarbacane. On faisait avec des effaceurs, en fait. On faisait... Okay. Voilà. Et donc, moi, je m'amusais, en fait, à customiser les Sarbacane de mes potes, en fait. Et donc, je les vendais pas, parce que j'ai pas non plus envie de faire mon business au collège. Mais ça commençait à émerger de faire, OK, j'apporte de la plus-value aux Sarbacane, je les customise et tout, je donne ça et tout. Voilà. T'étais très créative, du coup. Voilà, dès mon plus jeune âge. Tu parlais du statut d'étudiant entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, ce que c'est et quels sont les avantages ? Carrément. Alors le statut étudiant-entrepreneur, moi je l'ai eu en 2017. C'est un dispositif en fait du ministère de l'Enseignement supérieur qui a été lancé en 2013-2014, si je dis pas de bêtises. Il y a des pépites en fait dans chaque région de France et en dom-tom également. C'est un dispositif qui permet aux étudiants et aux jeunes diplômés de bénéficier de ce statut-là. C'est comme en fait le statut étudiant sportif de haut niveau, mais version entrepreneuriat. Ça permet d'être accompagné, d'avoir des aménagements d'horaires, d'emploi du temps, d'avoir un tuteur qui t'accompagne, un chef d'entreprise.
d'intégrer une promotion spécifique étudiants-entrepreneurs sur toute la Bretagne. Donc après, ça marche aussi dans les autres régions. D'assister à des ateliers pour mieux apprendre, parce qu'il y a des profils qui peuvent être ingénieurs, et le côté marketing, communication, ça ne suit pas. Du coup, des ateliers pour réajuster un petit peu les connaissances. Et du coup, à la suite, on peut avoir aussi passé un double diplôme à côté, qui est le D2E, le diplôme étudiant-entrepreneur. Et ouais, moi, je l'ai eu en 2017, et aujourd'hui, je travaille à mi-temps chez Pépite aussi. Comme je gagne pas ma vie avec ma start-up, et du coup, je suis passée de l'autre côté, côté équipe Pépite, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement d'avoir ce statut pendant tes études ? Moi, ça m'a apporté de ne pas être toute seule, en fait. De ne pas être seule pour créer mon projet, parce que quand on débute dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas simple. On n'a pas de réseau, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quel partenaire il faut choisir ou autre. Et donc, être accompagné par une tutrice chez Pépite, d'intégrer une promotion, ça nous permet en fait de pouvoir discuter avec des gens qui sont dans les mêmes problématiques que nous. Comment créer une entreprise, la plupart arrêtent. C'est une statistique et c'est vrai, c'est vérifiable. Les 3/4 vont arrêter, mais pour autant, on reste en contact avec tout le monde. Et ouais, ça permet quand même de rentrer dans un réseau et surtout d'être épaulé. Épaulé, c'est super important. On va reparler un petit peu de ta marketplace Seva. Comment est-ce que tu choisis les marques qui rejoignent la marketplace ? Quels sont tes critères ? Eh bien, en fait, on a un cahier des charges qui est établi. On demande certains critères en fait, pour que la marque soit acceptée sur la marketplace. On demande est-ce qu'elle existe depuis 1 an minimum, qu'elle soit immatriculée, qu'il y ait forcément une dimension environnementale dans le projet, soit c'est le soutien à une association, fabrication en Europe ou en France ou à l'étranger dans des usines qui sont certifiées par des labels. On regarde aussi l'univers de la marque, qu'elle soit pas non plus trop basique au final, parce qu'on a envie vraiment de mettre en avant des projets avec des vrais univers. On regarde aussi le créateur, ses perspectives d'avenir, et puis on leur demande de nous envoyer une pièce pour que moi je puisse avoir en main propre la pièce, que je vérifie si l'impression, la broderie, la sérigraphie, les fils de couture et tout, si c'est bien, si ça correspond bien à ce qu'on va mettre en vente, parce qu'après c'est pas moi qui envoie les colis, c'est les créateurs directement, d'où le principe d'être une marketplace. Et voilà, un petit peu comment au niveau du process ça se passe. Certains peuvent se dire ouais, vous mettez en avant des jeunes créateurs, mais pourquoi vous demandez 1 an minimum de création ? C'est assez simple, c'est parce que quand on s'est lancé, on était plus sur l'axe streetwear, et à ce moment-là, il y a énormément de marques indépendantes qui se créent, et la plupart qui nous contactaient, ça faisait 1 mois qu'elles étaient créées, sauf que c'était pas du tout assez structuré. On a tenté avec certaines marques, on s'est dit bon, voilà, on est là pour mettre en avant les jeunes créateurs, on va pas non plus leur fermer la porte. Et en fait, on en a fait confiance à pas mal et ça a été pas tip-top niveau expérience parce que pas assez professionnel, pas assez structuré et ça découlait en fait des problèmes de livraison de commandes avec les clients, etc. Donc on a vite mis en place ce cahier des charges. Mais encore, il y a 3 semaines, il y en a quelqu'un qui me demandait de rentrer sur la marketplace. Il était créé depuis 2 mois et ça l'a énervé un petit peu que je lui dise non, il faut recontacter nous dans 1 an. Je peux comprendre, c'est légitime, mais comprenez aussi notre point de vue. Donc il m'a jamais répondu, mais bon, c'est comme ça. Et quels sont les avantages pour les marques à rejoindre la marketplace ? Du coup, il y a plusieurs avantages. C'est forcément être dans un pool, une sorte de pool de créateurs, être référencé sur un site où on peut découvrir ses produits, mais aussi d'autres produits. Il y a la communication en plus que nous, on va gérer, donc ça permet aux marques de se faire connaître auprès de notre communauté. Il y a l'aspect aussi des pop-up stores qu'on met en place. C'est pouvoir, en physique, bénéficier du coup d'une boutique éphémère et de pouvoir rencontrer ses propres clients. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que seul, c'est très compliqué d'avoir et de rentabiliser en fait une boutique éphémère, ça coûte très cher. Et puis, augmenter ses ventes forcément et intégrer une communauté de créateurs qui permet du coup à chacun de s'entraider parce que la plupart sont tout seuls. Et du coup, c'est super compliqué, comme je disais tout à l'heure, de commencer seul, peu importe le domaine dans lequel on est. Du coup, moi, j'ai décidé de créer une communauté de créateurs. On est justement sur Discord et on pourra en reparler tout à l'heure. Ouais. On va même en reparler tout de suite. La communauté de créateurs, tu l'as créée justement, tu le disais, pour lutter contre la solitude. Tu disais que toi aussi, tu avais expérimenté cette solitude du créateur. Est-ce que tu peux nous dire quelle solution apporte cette plateforme ? Et qu'est-ce que toi, ça t'aurait permis d'avoir ? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 2 serveurs Discord. J'ai un serveur côté communauté B2C, donc communauté client. Et ensuite, j'ai un serveur côté communauté créateur, donc B2B. Donc là, sur ce serveur-là, il y a uniquement les marques qui sont sur notre business model d'abonnement. Donc on reparlera tout à l'heure aussi. Donc ils sont quelques-uns pour l'instant, parce que c'est encore tout nouveau. Ils sont à peu près
un peu moins d'une dizaine sur le Discord. Et ce qu'on met en place, il y a pas mal en fait de thèmes et de channels sur le Discord qui permettent d'échanger sur différents thèmes, que ce soit du matériel, comment mieux communiquer, les ressources qu'on veut partager, que ce soit des podcasts, etc. Même sur tout ce qui est côté production et confection. Et une fois par mois, je mets en place une visio avec eux tous les premiers lundis du mois. Ça a commencé ce mois-ci et ils ont vraiment beaucoup apprécié. Et ce qui a fait plaisir, c'est que en fait, on va au-delà d'être une simple marketplace. Et c'est le retour qu'on a eu de nos créateurs aussi. Et ça fait plaisir parce que voilà, tous les autres marketplaces le font pas. Vous prenez le temps de le faire, d'échanger avec nous. Et ça a très bien marché. J'ai même, à un moment, la visio a tellement duré, ça avait dépassé l'heure et demie en fait. Je dis, moi, je dois y aller. Mais ils ont continué à discuter entre eux. Et c'est ça qui est chouette en fait. C'est que après, la communauté, elle s'auto-alimente. Parce qu'on est tous là pour des buts et des valeurs communes, en fait. Donc tu crées un réseau de personnes qui rencontrent probablement les mêmes problématiques et qui, du coup, peuvent s'apporter des solutions mutuelles. Tout à fait. Et je sais qu'à la fin, il y a 2 créateurs qui discutaient de TikTok parce qu'il y en a un qui a envie de se mettre sur TikTok, mais il ne comprenait pas. Il était un peu déçu parce qu'il ne faisait pas assez de vues alors qu'il essayait de faire du contenu assez qualitatif. Et donc, l'autre créateur l'a mis en relation avec une amie à lui qui était un peu plus experte sur TikTok pour qu'ils se mettent en relation et qu'il ait des conseils. Et après, moi, je suis là en support aussi pour apporter de la ressource et du contenu. Si je suis calée un petit peu sur le domaine, TikTok, ça me connaît un peu. Donc, je leur dis, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est dans le channel aide, entraide, etc. Je vous mets toutes les ressources que je connais sur TikTok. Après, c'est à vous d'aller voir, mais vous aurez tout à disposition. Et donc, tu as aussi un serveur Discord pour les clients. Pourquoi ce choix au lieu de rester sur les réseaux sociaux traditionnels et qu'est-ce que ça apporte le Discord à la communauté ? Alors c'est vraiment une bonne question. C'est juste que je voyais aussi pas mal de marques dans le streetwear avoir des serveurs Discord. Et quand je voyais à quel point ça pouvait être utile et que ça renforce la communauté, je me suis dit pourquoi pas faire la même. Aujourd'hui, le serveur Discord client, ça fait quelques mois qu'il existe. Je sais même plus quand on l'a lancé, mais c'est assez récent. On doit avoir une 50aine de personnes sur le Discord, donc c'est pas non plus énorme, parce que ça demande aussi d'avoir de l'énergie et des idées pour l'animer. C'est vraiment pas simple, donc c'est une tâche que je fais avec mon alternant. Essayer de savoir comment on peut mieux l'animer, parce que tous les jours, il y a certains qui envoient leurs outfits, certains nous envoient aussi qu'est-ce qu'ils consomment au niveau alimentaire, d'autres nous parlent de leurs projets. Donc on essaie de faire vivre un petit peu ça, et sur les prochains mois, le challenge c'est que je vais communiquer sur le Discord, sur TikTok, pour ramener le plus de gens possible, et qu'après on ait une vraie communauté sur un but commun. Donc après, par déduction, forcément, on va parler des nouveaux créateurs qui arrivent sur la marketplace, donner les dernières nouveautés, etc. Mais ils auront les exclus avant tout le monde. Est-ce que c'est du coup plus vivant que sur Instagram ou TikTok ? Plus vivant, oui, ça peut l'être de manière générale. Je parle pas forcément pour mon Discord, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas assez animé. Je préfère être transparente sur la chose. Mais sur les Discords que je connais, c'est très 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 puissant. Je connais des Discords de marques de vêtements où ils sont plus de 800 dessus. Ça va très très vite. C'est très fort en fait, c'est un sentiment d'appartenance qui est créé via Discord. Le fait est, c'est que nous, en plus, en tant que marketplace, on est censé pas faire la communication d'une marque de vêtements, mais de 30 marques de vêtements. Donc c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, Instagram, c'est compliqué pour nous. Twitter, j'ai une bonne communauté dessus. Facebook, je continue à communiquer dessus. Et LinkedIn, c'est le côté pro. Mais Discord, ça permet de vraiment réunir les plus passionnés et ceux qui suivent avec engouement le projet. On va parler un petit peu business model. Comment est-ce que ça fonctionne pour la plateforme Seva ? Comment est-ce que la plateforme gagne de l'argent ? Alors, le business model, il a pivoté pas mal de fois. Je vais pas mentir sur la chose. On a commencé en 2019 avec des commissions sur les ventes uniquement, avec 10% de commissions sur les ventes. Quelques mois après, on a évolué vers 20% de commissions sur les ventes. Ça a duré environ 1 an et demi. Le fait est, c'est qu'il faut faire énormément de volume de commandes pour dégager du budget pour un modèle comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé aussi sur d'autres marketplaces. Ça m'a pris quelques mois à reconstruire le modèle. Et donc, on mixe à la fois la commission et les abonnements. Il y a 3 types d'offres. Il y a une offre gratuite pour tester, où on peut ajouter 3 produits. On prend 20% de commission sur les ventes et pas plus. Ça s'arrête là. Ensuite, il y a une deuxième offre qui est à 20,99 €, où on propose pas mal de services en plus. La commission baisse forcément. Et puis après, il y a une dernière offre qui est premium et axée plus pour les marques matures, on va dire, qui est à 59,99 €. Et là, la commission baisse encore plus et ça comprend encore plus de services. Je vais pas tout détailler, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait notre business model et qui nous permet d'avoir du MRR, donc du revenu mensuel récurrent.
Tu disais tout à l'heure que tu te payais pas encore avec Seva. Du coup, j'imagine que la start-up est pas encore rentable. Dans combien d'années tu penses que Seva pourrait être rentable ? C'est une très bonne question. Année, j'espère pas. Moi, j'espère. Oui, j'étais peut-être un peu pessimiste. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué en fait les modèles de marketplace. Soit on arrive et on a énormément de budget en communication et marketing pour que ça marche du tonnerre. Comme dit tout à l'heure, hein, le problème, pas le problème, mais le cas général au niveau de la mode éthique, c'est des marges qui ne sont pas très très grosses. Et donc nous, en tant que marketplace, on peut pas non plus prendre énormément de marge avec nos créateurs parce que eux déjà, ils ont du mal à marger. Alors si nous, on vient manger par-dessus, ça commence à être compliqué. Donc là, c'est tout l'enjeu sur les prochains mois aussi de trouver à nouveau ou peut-être de pivoter de business model parce que là, en septembre, ça fera 3 ans. On dit souvent qu'au bout de 3 ans, on sait si une entreprise est viable ou non. Moi, je vais devoir me donner une deadline aussi. Donc, j'espère qu'on va tout exploser, qu'on va tout péter, qu'on va tout faire pour que ça marche, ça c'est sûr. Les ambitions, elles sont fortes, elles sont hautes. Après, il faut garder le côté business aussi et savoir regarder en face des chiffres et prendre des décisions. Des fois, c'est des décisions qui vont permettre de pérenniser la structure. Des fois, c'est un mal pour un bien, ça peut faire mal au cœur. Mais c'est comme ça, c'est la résilience. Tu disais qu'il fallait beaucoup d'argent en termes de communication. Alors ça, je l'entends totalement, c'est un petit peu le même principe que la franchise, c'est la marketplace qui communique pour l'ensemble des créateurs. Est-ce que la levée de fonds, c'est une option pour toi ? J'avoue que j'y ai déjà pensé. La levée de fonds, faire rentrer dans le capital du coup des investisseurs. Je pense que je ne suis pas encore assez mature pour la levée de fonds et que ça intéresse les investisseurs. Déjà, le fait que j'ai changé de business model, je sais que ça peut intéresser parce que du moment qu'on parle de MRR, là, c'est intéressant. Donc, il va falloir... C'est de l'argent qui rentre de manière certaine. C'est ça. C'est récurrent. Tous les mois, hop, on a une récurrence d'entrée d'argent. Donc là, après, c'est encore trop jeune par rapport en fait, au pivotement de business model pour la levée de fonds. Mais c'est forcément quelque chose qui est dans un coin de ma tête pour justement booster la chose. On se demandait qui est la principale clientèle de Seva. Est-ce qu'il y a un portrait robot type du client qui va acheter sur Seva ? Alors, de manière générale, ça sera une personne qui est âgée entre 18 et 24 ans ou 25 et 34 ans, plutôt sexe masculin. Et accès, le produit phare qu'on va vendre, c'est soit les t-shirts, soit les sweats à capuche. Donc voilà de manière générale. D'accord. Tu as fait partie de la 7e promotion de l'aventure West Startup. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'était très très chouette. Du coup, c'est un accélérateur West Startup qui est géré avec la French Tech de Brest, Quimper et Lannion. Et du coup, moi, j'étais un des projets qui était un des plus matures, on va dire, parce qu'on peut intégrer West Startup sur différents stades de projet. Et pour autant, ça m'a bien servi, surtout pour le côté réseau, parce qu'on a accès du coup à pas mal de mentors. Et ça, c'est vraiment super intéressant, même sur du long terme. On rentre aussi dans le réseau de la French Tech. Et puis non, moi honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'aventure. Il y a cet effet de promotion aussi. Les formations et les intervenants étaient de qualité. Donc honnêtement, c'était vraiment une très très bonne expérience. Et si je devais retenir une chose, c'est vraiment le réseau que ça a apporté. Et tu es toujours en contact avec ce réseau actuellement ? Oui, totalement. Il y a quelques personnes que j'ai gardées dans le réseau, que je vois régulièrement à la French Tech, au Totem ici. Et puis après, grâce à la French Tech aussi, c'est eux qui m'ont permis de pouvoir accéder au plateau BFM Business en août dernier. Ça s'est fait vraiment sur 2 semaines ou 1 semaine avant le plateau télé. Ils m'ont demandé si j'étais intéressée. Je dis pourquoi pas. Et donc j'y suis allée. Et donc voilà aussi à quoi ça sert de passer par ce genre de structure. C'est le réseau, c'est de la mise en relation, c'est de la confiance aussi avec les porteurs de projets. Et voilà. Au début de l'aventure, tu le disais en début d'entretien, tu as lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule qui t'a permis de récolter 6 000 €. Qu'est-ce qui explique ce premier succès selon toi ? C'est une bonne question. Ce premier succès, je pense que c'est déjà l'équipe qui est derrière le projet. Donc après, c'est moi principalement qui suis derrière. C'est tout ce qu'on avait pu bâtir avec mon premier projet parce que j'ai gardé exactement la même communauté. C'est mon premier projet, c'était le comparateur de prix de sneakers. Ça portait mon prénom aussi. J'ai gardé le prénom, le logo, j'ai tout gardé. J'ai gardé la communauté. Après, celle qui n'était plus intéressée est partie. C'est pas un souci, c'est pas grave. Et en fait, on était vraiment beaucoup mis en avant sur Twitter à cette époque-là. On était super actifs et je pense que c'est un tout, qu'on ait pas mal de réseaux sur Twitter, qu'on ait une forte communauté. Tout le monde s'y est mis. Les créateurs les plus connus aussi dans le domaine du streetwear nous ont soutenus. C'était les premiers à participer à la campagne Ulule. Après, j'ai fait des vidéos.
Après, c'est une campagne qui date de 2019. Si on va dessus, elle n'est pas très très sexy, comparée aux campagnes de Ulule qu'on peut voir maintenant, qui sont vraiment léchées, qui sont super belles. Est-ce que tu pourrais donner des astuces concrètes à nos auditeurs dont certains sont peut-être en réflexion sur la mise en place d'une campagne de crowdfunding ? Alors, donner des conseils concernant une campagne de crowdfunding, je dirais que ça se travaille des mois en avance. Si je devais la refaire, je la referais pas de la même manière de mon côté. J'embaucherais même quelqu'un sur l'aspect graphisme et design pour travailler toute la page de la campagne Ulule, c'est hyper important maintenant. Et je travaillerai des mois en avance pour en fait peaufiner et créer une communauté en amont. Et le jour où ça sort, on est presque sûr en fait d'écouler soit tous ses préventes, soit d'atteindre son objectif. Ça, c'est super important. Et voilà, de la transparence sur le projet, teaser quand ça va sortir, faire une vidéo. Maintenant, c'est inéluctable de faire une vidéo pour présenter son projet. On peut en plus faire des vidéos super qualitatives avec des téléphones aujourd'hui, un petit micro-cravate ou peu importe, et on sort ça et on montre qu'on y croit à son projet. Il suffit en fait d'aller sur KissKissBankBank, sur Ulule ou toutes les plateformes de crowdfunding pour voir que, au final, plus ou moins toutes les campagnes se ressemblent, mais c'est parce qu'elles ont les mêmes bases. Et pourquoi elles réussissent ? Parce qu'elles ont exactement fait les mêmes choses avec chacune leurs univers. Et voilà. Tu as monté 2 pop-up stores à Paris depuis ta création. Est-ce que c'est un format qui a fonctionné ? Oui, avec succès. En fait, le premier pop-up, on l'a fait en juin 2021. C'était vraiment un test. C'était super cool. Il y avait 15 créateurs qui étaient présents sur place. On avait mis en place aussi un atelier de sérigraphie. Donc, c'est pour apprendre à imprimer des visuels en fait, sur un tote bag. On avait aussi organisé des talks de créateurs. Donc, ce premier format était un peu particulier parce que c'était post-Covid, entre guillemets, parce qu'on y était toujours dedans. On avait les restrictions du nombre de personnes limitées dans l'espace du magasin, etc. Donc, on ne pouvait pas dire à tous les créateurs « vous pouvez rester dans le magasin pour présenter tous vos vêtements ». Donc, on avait mis en place ce roulement de talk. Et au final, ça s'est super bien passé. On a eu quelques aléas concernant le pop-up, c'est-à-dire qu'il y avait un énorme échafaudage devant la boutique. Donc on a dû le tourner à notre avantage et j'ai acheté des ballons de 1 mètre, les lettres ballons de 1 mètre pour mettre Pop-up Store Seva. Donc on le voyait dans toute la rue, donc forcément ça attirait l'œil. Mais ouais, c'était quand même une super expérience. Après j'ai fait un petit sondage auprès des créateurs pour savoir ceux qu'ils avaient aimé, ceux qui n'avaient pas aimé. Et voilà, du coup on a réitéré l'expérience il y a 3 semaines à Paris. Cette fois-ci on a loué un lieu qui était beaucoup plus grand, qui était dans le Marais. Il faisait 100 mètres carrés. C'est une galerie d'art de base qu'on a réaménagée. On a eu le lieu le vendredi vers 17h, on a mis 7h à tout monter. C'était assez dense, heureusement que j'ai mes amis qui étaient là pour m'aider. Et puis là, le format avait un petit peu changé, il y avait 13 créateurs qui étaient présents sur place. Il y avait une exposition d'un artiste aussi que j'ai découvert par Twitter. Je découvre tellement de gens par Twitter, c'est assez incroyable, c'est un super réseau. Et j'avais un coup de cœur pour ses tableaux, il fait aussi des NFT. Et je lui ai dit, vas-y, tu viens, t'exposes au pop-up. Il me dit, ouais, carrément. Donc lui, il est venu exposer avec ses tableaux. Il y avait un stand de tatouage aussi, stand de sérigraphie à nouveau et un fameux stand de crêpes, parce que vive la Bretagne. Et une vraie boutique, pas une boutique éphémère, une boutique Seva, ou une chaîne de boutiques Seva, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être dans les cartons ? Ah, ça c'est une bonne question. Forcément, ça m'est déjà venu et ça m'a effleuré l'esprit. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt pour imaginer ça, parce que le fait de faire des boutiques éphémères, il y a ce côté exclusif de toute notre communauté et de certains qui prennent des Airbnb, qui prennent des trains pour venir nous voir sur 2 jours, pour venir discuter. Et donc, ça a cet effet un peu euphorie aussi de l'événement. Donc, soit on part sur plutôt cet aspect festif de créer un lieu de vie sur 2 jours et du coup, on a toute notre communauté qui peut se déplacer. Soit effectivement, on fait des boutiques qui sont pas éphémères, mais des vraies boutiques physiques. Et là, on peut en tirer une autre type de clientèle aussi qui est passagère, qui nous connaît pas forcément. Mais après, là, c'est d'autres moyens qu'on engage, forcément. Pour le 1er avril, tu as fait croire à ta communauté que tu allais faire un pop-up store à New York. Il y en a beaucoup qui l'ont cru, d'ailleurs. Et sérieusement, c'est pour quand ? Ouais, encore, j'en parlais hier avec des amis parce que ça a un peu trop bien marché, on va dire. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça marche autant. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont félicité. J'ai des créateurs qui ont voulu booker des emplacements pour être à New York. Donc en fait, je me suis un peu mise, pas dans la sauce, mais un petit peu quand même. Donc après, j'ai dû leur expliquer que non, c'était un poisson d'avril. Donc après, ils l'ont très très bien pris, il n'y a pas de souci sur ça. On m'a proposé aussi d'être mis en relation avec l'association des Bretons à New York. Donc ouais, c'est allé assez loin. Après, aujourd'hui, quand est
Le pop-up à New York, c'est une très bonne question. J'ai mis mon alternance sur le sujet. Je dis maintenant, on n'a plus qu'à le faire, quoi. On est un peu pieds au mur, là. Mais pour l'instant, c'est pas réalisable parce que ça demanderait beaucoup trop d'argent, en fait, tout simplement. Pas très écolo non plus, on va pas se mentir, de prendre l'avion avec tous les stocks et partir à New York. À moins, en fait, d'avoir un pool de créateurs new-yorkais et américains sur place. Parce qu'en fait, on a commencé à regarder où on pouvait louer un lieu. Donc nous, on passe par une plateforme pour louer les lieux, les boutiques. C'est une plateforme qui s'appelle Storefront, donc on passe par là pour louer le lieu à Paris et on peut louer à Londres, à San Francisco, à New York, etc. Donc pour le Poisson d'avril, je suis vraiment allée sur cette plateforme, j'ai tapé New York et j'ai essayé de voir les lieux qui avaient des belles photos. C'est une vraie photo qui existe d'un lieu et j'ai vu que c'était à côté de Chinatown. Je me suis dit, vas-y, on va mettre ça dans la publication, ça marche. C'est passé, mais pour autant, on ne connaît pas dans New York les lieux où il y a du passage, les lieux plutôt boutiques de mode, etc. Donc ça demanderait beaucoup trop en fait, d'investissement pour aller faire une semaine de pop-up à New York. Ça serait vraiment pour le délire, mais on repartirait avec moins 10 000 sur le compte, quoi. Voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres villes en France qui pourraient accueillir un pop-up store Seva ? Ah, la Bretagne, forcément, j'y ai pensé au départ. Avant d'aller sur Paris, je voulais aller sur Nantes. Après, ça, c'est encore un autre débat. Nantes en Bretagne ou pas, je vais pas me lancer dessus. Voilà, les gens en commentaire le diront. Donc, mais Nantes, en fait, j'ai pas trouvé de lieu, tout simplement. Il n'y a pas assez de lieux, ou soit c'était un peu trop onéreux pour nous. Rennes, j'y ai pensé aussi. Ça serait très très cool de faire à Rennes. Ça me ferait moins de route aussi, parce que chaque fois, je pars en voiture. Lille, j'ai pensé aussi. Histoire, en fait, de pouvoir aussi satisfaire notre communauté qui est basée un peu partout en France. On a déjà beaucoup demandé à Lyon. Alors par contre, Quimper-Lyon en voiture, ça va être un peu long aussi. Donc c'est pour ça que je fais à Paris, pas parce que c'est la capitale de la mode, etc., mais c'est aussi parce que c'est le point central pour réunir tout le monde. Après, si je peux le faire dans d'autres villes, c'est avec plaisir. Donc là, on réfléchit à Rennes. Et à part les autres pop-up stores, c'est quoi les prochaines autres étapes de Seva ? Les prochaines étapes, c'est de pouvoir justement continuer sur l'évolution de ce business model, de pouvoir continuer ces pop-up stores par la suite. Je pense que le prochain, il sera début décembre. Ça va être d'augmenter aussi le nombre de créateurs sur la plateforme. Aujourd'hui, on en a une trentaine. C'est de pouvoir doubler au moins les créateurs d'ici la fin de l'année, parce que le process après d'intégration, il est assez long, vu que c'est moi qui gère tout derrière. C'est-à-dire la visio de présentation, l'intégration des produits, le web développement, le marketing, la com, c'est très très long. Donc voilà, en tout cas, pour l'année à venir, on va organiser aussi des actions de collecte de déchets. La première, normalement, aura lieu à Nantes. Donc logiquement, c'est la semaine prochaine, le 24 avril. Mais on va sûrement l'annuler pour diverses raisons et la reporter. On va essayer d'en faire aussi à Paris. Donc en fait, on va essayer de mobiliser notre communauté sur différentes actions hors pop-up store pour vraiment montrer que on veut du lien aussi avec eux. On ne veut pas être uniquement sur du digital. Donc voilà un petit peu pour les étapes à suivre. Et puis après, go devenir la sauce, mais de la mode éthique. Et toi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Je déteste cette question. Désolée. C'est très compliqué de savoir où on va être dans 5 ans. Déjà, dans 5 mois, je ne sais pas. Donc, dans 5 ans, version utopique, la marketplace bat son plein. On a vraiment rempli tous les objectifs qu'on veut. Il y a une petite team, mais vraiment à taille humaine, qui est derrière ce projet-là. On réussit à faire des cartons pleins à chaque fois à nos pop-up stores. On peut tourner un peu partout en France. Et on arrive à faire de l'éducation et à sensibiliser. Moi, ce que j'aimerais beaucoup aussi avec la marketplace, c'est pouvoir, pourquoi pas, faire de l'éducation, mais directement dans les écoles, les collèges et les lycées. Je sais que Too Good To Go, il me semble qu'ils ont un programme éducatif qu'ils peuvent implémenter dans les programmes du coup des élèves. Ça, c'est une information à vérifier, je suis pas sûre, mais je crois avoir vu ça passer sur LinkedIn. Et si on peut faire ça aussi avec la marketplace, ça serait incroyable, parce que tout part de l'éducation au final. Tout part de là. Donc si on peut arriver à sensibiliser en fait, dès le plus jeune âge, le pari, il est gagné, quoi. En fait, ta vision dépasse la mode éthique, c'est beaucoup plus large. Ouais, au final, le challenge, il est tellement énorme qu'on ne peut pas se cantonner uniquement à vendre des vêtements éthiques et cool, on s'arrête là, on fait du business. Non, en fait, là, il y a une vraie prise de conscience qui doit être faite. Et ouais, dans 5 ans, je ne sais pas où j'en serai. Ça, c'est une vraie question. Mais j'espère en tout cas que je serai heureuse. C'est le principal aussi. On te le souhaite. Chez Plafard, on pense que l'échec a toujours plein de vertus. Tu as monté, tu le disais, un comparateur de sneakers que tu as arrêté. Quelles sont les leçons que tu as tirées de tes échecs professionnels passés ? Eh bien, beaucoup de leçons, parce que c'est pas simple non plus de créer une structure et d'aller en liquidation devant un tribunal après. C'est assez intimidant, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que j'ai pu en retenir ? C'est de choisir très bien ses associés. C'est ça aussi qui m'a porté défaut.
Je suis tombée sur un associé, je n'irai pas dans les explications vraiment et les détails, mais quelqu'un de très très malsain, et j'ai dû m'en défaire rapidement parce que ça allait beaucoup trop loin. Ça a fini à la police, spoiler. Et après, c'est aussi prendre le temps, réseauter, sortir de sa zone de confort. Avant d'avoir ce projet-là, j'étais hyper introvertie, du mal, pas très sociable non plus, on va pas se mentir. Le fait de porter ce projet, ça donne confiance en soi, donc ça c'est chouette. En fait, ce qu'il faut faire, et ce que je retiens aussi, c'est ne pas hésiter à solliciter, à demander de l'aide. C'est hyper important, faut pas avoir honte de demander de l'aide, de prendre son temps, demander les avis des uns et des autres, histoire de pas être tête dans le guidon sur son projet, de demander aussi plusieurs devis, parce que ça, c'est des choses que je faisais pas. Je pars avec un prestataire, j'ai un devis, you. Sauf que tu te rends compte qu'au final, c'était peut-être un peu trop cher. Et donc, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Et aussi, quand j'ai créé ma première structure, je suis partie en société, donc en SASU, chose qui n'était pas du tout à faire. J'aurais dû partir en micro-entreprise, mais le fait est, c'est que j'ai été mal conseillée. Mon business plan, il ne valait rien du tout. Je me suis totalement plantée. Donc partir avec une société sur le modèle que j'avais, c'était pas du tout viable. Et on m'a laissé pourtant le faire. Et c'est ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu la rage, quoi. Parce peut-être on a un petit peu profité de ma naïveté, je dis pas. Mais voilà, on en ressort avec énormément de leçons. Après, je l'ai pas vécu mal d'arrêter mon projet. C'est plus mes parents qui l'ont vécu mal, j'ai l'impression, parce qu'ils étaient là, mais tu vas pas arrêter quand même. Je sais pas, si, j'en ai marre en fait. À un moment, ça fait 2 ans que ça existe. J'ai dépensé toutes mes économies là-dedans. J'ai aucun retour sur investissement. Il faut savoir prendre la décision aussi d'arrêter de tourner la page. Donc, je me souviens que c'était le 13 novembre 2020 que je suis allée liquider ma société. C'était un vendredi 13. Et c'était pendant le Covid, il n'y avait que des restaurateurs. J'étais la plus jeune. Et je suis arrivée dans le tribunal, j'avais l'impression d'être une malfrat. En plus, j'étais en train de regarder la série Murder en parallèle. Donc j'étais là, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis arrivée devant le tribunal, et il y avait que des hommes sur je sais pas comment ça s'appelle, mais le juge, le greffier, etc. C'était que des hommes. Et je me suis dit, ça va être une partie de plaisir là. Ils ont été très très sympas. Ils m'ont demandé pourquoi j'avais créé le comparateur, pourquoi ça n'avait pas marché, etc. Ils ont été d'une bienveillance incroyable. Puis ils m'ont dit, ça arrive. Prenez en compte ce que vous avez fait, réfléchissez aux échecs et ce qui n'a pas marché, évitez de faire la même erreur la prochaine fois. En tout cas, vous avez votre vie devant vous. Donc voilà, on vous souhaite bonne continuation. Et voilà, et 3 jours après, j'ai créé ma micro-entreprise pour la marketplace. Oui, c'est ça, cet échec finalement ne t'a pas empêché d'entreprendre de nouveau, ça t'a pas donné envie de prendre un CDI et de suivre une voie entre guillemets normale? Non du tout, parce que le fait est, c'est que la marketplace était déjà enclenchée quand j'ai arrêté le comparateur. C'était déjà en route, c'était déjà en ligne, et à un moment on avait les 2 sites en ligne, on avait le comparateur et la marketplace, sauf que les gens ne comprenaient plus ce qu'on faisait. Donc d'où le fait que j'ai arrêté de faire le comparateur pour vraiment me focaliser sur la marketplace et que ça soit beaucoup plus clair pour tout le monde et pour moi. Et c'était un projet qui était plus passionnant aussi de mon côté à réaliser, quoi. Et donc, non, ça m'a pas empêché d'entreprendre et de partir vers un CDI. Après, c'est assez délicat aussi comme sujet parce que moi, je l'ai bien vécu, cette fin d'aventure, parce que j'étais seule dans la structure. J'avais pas des salariés que je devais leur dire, il y a un licenciement économique. J'ai pas des salariés avec des familles derrière dont le salaire s'arrête, ou que j'avais fait des gros achats de véhicules de société et tout, et que là, tout est pris. J'ai quand même un commissaire-priseur qui est venu chez moi, chez mes parents, pour évaluer le peu de choses que j'avais achetées, c'est-à-dire un tampon d'entreprise, un micro pour ma caméra et un panneau LED. Voilà, c'était assez intimidant. Je me suis dit, voilà, j'ai que ça. Et donc au final, sur le peu de choses que j'avais, ils m'ont dit, vous le gardez, parce que le temps que ça parte après aux enchères et que les enchères prennent leur commission, en fait, il reste plus rien pour payer les créances. Donc non, vous le gardez. Oui, puis des enchères pour un tampon d'entreprise. Je suis pas sûre que quelqu'un le voudra. Mais moi, je voulais pas le garder. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à un jeune entrepreneur qui hésite encore à se lancer? Alors carrément, déjà c'est ne pas attendre que le produit ou le service soit parfait. Souvent on dit regardez quelques années en arrière ce que vous avez réalisé. Si vous n'êtes pas satisfait et que vous avez honte, c'est normal, c'est que tout s'est bien passé en fait. Donc n'attendez pas que ce soit parfait pour vous lancer. Aujourd'hui il existe plein d'aides aussi pour pouvoir se lancer, être accompagné, etc. On est à une ère où justement il y a pas mal de dispositifs qui existent. Voilà, il existe aussi plein d'outils no-code pour pouvoir créer rapidement son prototype. Il y a quelques années, c'était très onéreux de le faire. Aujourd'hui, on peut le faire tout seul. D'être accompagné aussi, ne pas hésiter à solliciter de l'aide. C'est super important de ne pas être tout seul. Et puis de ne pas trop hésiter, d'y aller. Au pire, il faut être prêt à mettre un petit peu d'argent dedans. On ne peut pas partir à 0 €, c'est pas possible. Mais être prêt à laisser quelques sous dedans
mais on en ressortira dans tous les cas, si ça ne marche pas, avec plein d'enseignements. Mais bon, je souhaite que ça marche dans tous les cas. Mais il faut prendre le risque. Il n'y a pas de risque zéro, en fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On va passer aux questions plein phare. On se demandait quel est ton endroit préféré en Bretagne. Très bonne question. Est-ce que je peux dire 2 endroits ? Oui. Bien sûr. Super. Alors, j'ai un premier endroit, c'est là où j'ai passé toutes mes vacances d'été quand j'étais petite. C'est à 20 minutes de chez moi, c'est le Cap Cause. Je ne sais pas si vous connaissez, la plage du Cap Cause dans le Finistère. Donc, on faisait du camping là-bas quand j'étais petite, tout ça. Je fais du paddle aussi là-bas de temps en temps, ou de la pêche à pied. Et sinon, il y a un deuxième lieu que j'ai découvert avec mes parents, ça fait 4-5 ans. C'est du côté, c'est pas loin de Locronan d'ailleurs, c'est la plage de Port-Zarvrag, je sais pas comment on la prononce, c'est le nom breton quoi. Et bref, il y a un restaurant qui s'appelle l'Oasis, qui est à la fois bar, où on peut l'été être sur comme un jardin en fait de maison, mais c'est un jardin aménagé en salon. Et on peut venir boire un verre le midi ou le soir avec un sunset incroyable. Donc je la conseille, et en plus il y a beaucoup de surfeurs, de bodyboarders, pour ceux qui veulent en faire. Voilà, c'est un super lieu. Question un peu difficile des fois, qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ? Ah bah j'avoue que ça j'y ai pensé quand j'ai entendu dans les précédentes interviews tout ça. Mais c'est quoi être breton ? Alors pour moi, c'est limite un style de vie en fait être breton. C'est un style de vie, c'est quand on est breton, on est breton, donc on est comme ça. D'où le verbe naître, hein, je préfère préciser. C'est de l'entraide, c'est beaucoup d'entraide. Les Bretons s'entraident énormément, c'est toute une communauté en fait. Mais pour moi, c'est un style de vie. C'est la mer à côté, c'est l'entraide, c'est partager des bons moments, c'est être bosseur aussi, parce que les Bretons sont aussi bosseurs. Donc ouais, pour moi, c'est un tout en fait. C'est un style de vie être breton. Et il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « Je suis pas née en Bretagne, mais j'adopte la Bretagne, je suis breton d'adoption en fait ». Parce qu'on a tellement des valeurs qui sont fortes que d'autres régions ne vont pas avoir. C'est ça qui fait être breton. J'ai une anecdote, quand j'étais sur la route pour venir en fait à Brest, je double une voiture et c'était un A. Et le A, c'était un A avec derrière le drapeau de la Bretagne. Je me suis dit, c'est qu'en Bretagne qu'on peut voir ça, quoi. On voit à Paris, il n'y a pas le département ou la région Île-de-France qui va être affiché derrière un A, quoi. Donc là, voilà, ça résume la chose. Et pour finir, quelle est selon toi l'entreprise à suivre en Bretagne ? Alors je pense que je vais parler de l'entreprise d'un ami à moi que j'ai découvert par le statut étudiant-entrepreneur qui cartonne énormément. Il est basé à Rennes, il s'appelle Ruben, il tient une marque de vêtements qui s'appelle Mocovel. C'est une marque de vêtements axée sur la scoot culture, donc la culture de la trottinette. Il a une énorme communauté à l'international, des États-Unis jusqu'en Australie. Il organise des événements, des compétitions de trottinettes. Il a des superbes vêtements, des super collections. Il embauche petit à petit ses amis dans son entreprise. Il est très 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 bien structuré. Moi, il m'épate. Il a 22 ou 23 ans à peine et ça marche du tonnerre. Ils viennent de prendre des locaux à Nantes. Et honnêtement, c'est quelqu'un il n'est pas trop sur les réseaux sociaux à montrer comment est sa boîte, les hauts et les bas, etc. Pour autant, ça marche énormément. Et je pense que ça vaudrait le coup un jour, si vous avez l'occasion de l'interviewer ou autre. Il a énormément de choses à raconter et c'est assez fou son parcours aussi. Un grand merci Seva d'avoir partagé toutes ces choses-là avec nous. Pour les auditeurs qui auraient encore des questions ou qui souhaitent en savoir plus sur ta marketplace, est-ce que tu peux nous redonner l'adresse du site et les réseaux sociaux qu'utilise Seva, s'il te plaît ? Avec plaisir. Alors le site internet c'est www.seva.bzh. Vive la Bretagne. Ensuite, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sous le nom de Seva, SEVA, BZH ou Seva tout seul. Et puis, pour me contacter personnellement, c'est SevaWez sur LinkedIn. Sur Instagram aussi, vous pouvez me contacter sans souci. Voilà. Super, merci beaucoup. Un grand merci, Seva. Merci à vous. Un grand merci à Seva qui nous a partagé son parcours et les coulisses de sa marketplace. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Seva, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!